bienvenue à toutes et à tous sur ce premier podcast Rétrovision avec la complicité de Benzaï de l'émission The Game You Might Don't Know et plein d'autres choses d'ailleurs. Salut Benzaï. Salut à tous, bonjour, comment ça va bien? Et nous avons aussi, excusez-moi, le grand, le magnifique, celui que tout le monde attendait, Damien DS. Oh, quel honneur tu me fais. Salut. Bonjour ou bonsoir en fonction du continent sur lequel on se trouve. C'est ça. Donc voilà. Un podcast international, j'ai envie de dire. Damien DS, est-ce que tu peux te présenter puisque tu fais partie de l'équipe de Rétrovision avec moi, mais on ne t'entend pas souvent. Quel est ton rôle exact dans cette émission? Je participe à l'écriture de certaines chroniques. Donc effectivement on m'entend pas puisque c'est le patron Robin là qui fait toutes les voix. Ouais. Okay. Et sinon voilà, donc moi j'envoie de temps en temps des chroniques pour Rétrovision et essentiellement sur des jeux auxquels j'ai joué dans les années 80-90. Donc tout est basé sur mes souvenirs de l'époque. Oui, c'est ça. Alors ce qu'il faut savoir déjà, première anecdote, c'est que Damien DS n'est pas vraiment un rétro gamer. N'est-ce pas? Pas vraiment, non. Donc en fait, pas dans le sens large du terme en tout cas. Disons que je peux comprendre qu'on aime les jeux des années 80-90, mais effectivement je préfère les jeux d'aujourd'hui. D'accord, c'est ton choix. Mais j'ai rien contre, hein, je veux dire. C'est ton choix. C'est justement très intéressant parce que pour les personnes qui ont joué, qui ont grandi dans les années 80-90, il y a cette espèce de mouvement rétro gaming qui petit à petit en fait chez certaines personnes vire vers la mauvaise foi et certaines personnes tendent à cracher vers à peu près tout ce qui sort aujourd'hui, Call of Duty, etc. Aujourd'hui encore, j'ai vu une vidéo sur si Quake était sorti maintenant et le mec a fait une map de Quake où c'est juste un couloir et toutes les 2 secondes il y a un truc qui lui dit il faut avancer pour finir le jeu, tirer sur les ennemis pour les tuer, etc. avec un tutoriel comme ça bien chiant quoi. Et du coup donc c'est intéressant d'avoir quelqu'un de cette génération là qui pourtant préfère honnêtement les nouveaux jeux, donc c'est mieux. Oui, Damien DS, ton jeu du moment? Mon jeu du moment, Arkham City. Ouais, je m'en serais douté, je sais pas pourquoi. Et j'attends avec impatience Skyrim, donc la suite d'Oblivion. Oui. Qui sort dans 1 semaine et demie. Voilà. D'accord, donc vraiment des nouveautés nouvelles, quoi. Effectivement, des nouveautés nouvelles et même des nouveautés qui ne sont pas encore sorties, c'est pour te dire à quel point. D'accord. Voilà. D'accord. C'est ça. Donc moi, ce qui me concerne, je pense que les gens l'ont deviné depuis le temps qu'ils regardent les rétrovisions. Je suis vraiment à fond, moi, dans le rétro gaming. Les nouveaux jeux, malheureusement, je n'accroche pas. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est juste que je le problème, c'est que t'as pas le temps d'y jouer, c'est pour ça. Parce que maintenant, le problème avec les jeux de maintenant, c'est qu'il faut y passer minimum 20 heures. Oui. Pour les finir. Oui, c'est exact. Voilà, donc, alors que les jeux des années 80-90, la plupart se terminaient en moins de 2 heures, voire même certains en 1 heure, c'était fait, quoi. Ou alors il fallait vraiment que ce soit, éventuellement c'était des point and click, là ça prenait un peu plus de temps, mais en général en une après-midi c'était torché, quoi. Alors que c'est vrai que maintenant les jeux qui sortent actuellement, il faut y passer du temps et tout pour gagner des trophées, tout ça et tout faire. Enfin bon, ça prend beaucoup de temps, donc je peux comprendre que voilà, on n'est pas tous le temps, hein, voilà. Notre situation sociale fait que certaines personnes ont plus d'obligations que d'autres. Hein. Nous ne sommes pas tous célibataires. On va dire en grande partie, c'est voilà. Effectivement, quand on est marié, quand on a des enfants ou quand on a du ménage à faire ou des choses à s'occuper. Rien ne vous oblige à être de bons parents ou de bons maris. Vous pouvez aussi juste jouer dans votre coin et puis laisser les autres travailler à votre place. Ouais, c'est dangereux parce qu'il risquerait de perdre des dents, je pense, s'il faisait ça. Ça dépend un peu de notre situation sociale, d'où les termes qui viennent en ce moment, que j'entends souvent parler de casual gaming, de hardcore gamer. C'est très abstrait. Hein. C'est ça, exactement. Moi, j'aimerais vraiment être hardcore gamer, mais ma vie sociale fait que j'ai juste à peine 30 minutes par jour pour jouer au jeu. Et en 30 minutes par jour pour jouer à un jeu, on peut pas forcément faire grand-chose. Hein. Donc, tout dépend de la plateforme que tu choisis. En soi, maintenant, justement avec les plateformes de téléchargement, tu as une myriade de jeux qui sont
uniquement développé pour des périodes de jeu de 10 à 30 minutes plutôt que des trucs sur de longues heures avec des dialogues, avec des cinématiques en pagaille. Donc en fait, maintenant on a vraiment le meilleur des deux mondes, alors qu'à une époque t'étais un peu bloqué dans cette espèce de domination de l'arcade où en fait les jeux en arcade étaient comme ça, faits pour que tu joues 5 minutes et que tu t'éclates. Du coup, ce qu'on voulait sur console, c'était jouer à l'arcade à la maison, donc tu avais des jeux où en 5 minutes tu t'éclates, tu sais déjà tout ce qu'il y a à faire, il n'y a pas d'histoire ou très peu, où il y a très peu de narration. Et au final, c'est pour ça que c'était bien plus simple de rentrer dedans et de s'amuser tout de suite. Alors que maintenant, quand on a des jeux qui sont développés uniquement pour le salon, qui sont faits pour que tu joues sur ton canapé chez toi comme tu regardes un film, du coup, ils prennent plus leur temps, il y a plus de narration, on est posé, on regarde, on apprend à jouer pendant qu'on joue, etc. Et l'évolution technique aussi a fait que maintenant on a des jeux vraiment très immersifs, n'est-ce pas, Damien ? Graphiquement oui, mais il y a aussi des jeux qui s'adressent à des joueurs occasionnels, notamment des jeux qu'on peut voir sur Kinect ou sur la Wii, des jeux de tennis ou des petits jeux qui se jouent rapidement entre amis, vite fait quoi. D'accord. Donc donc il n'y a pas de règle générale. D'accord. Même sur les consoles dernière génération, on retrouve aussi des jeux pour des joueurs très occasionnels. D'accord. Et donc pour en revenir un petit peu à notre fil conducteur, donc je pense que le Rétrovision, tout le monde sait un petit peu, ceux qui écoutent le podcast, de quoi il s'agit, d'une émission rétro qui a commencé en 2007, c'est ça, Damien? Le premier épisode, c'était en septembre 2007, avec un pilote de 50 minutes. Avec des sous-titres. Des sous-titres, c'est ça. Damien m'avait envoyé quelques sous-titres et puis moi j'ai complété par la suite. L'inspiration, c'était lorsqu'on regardait Mémoire vive sur Game One, évidemment. Il y avait Mémoire vive. Autre inspiration, c'était Rétrocore, qui est une émission faite qui existe toujours d'ailleurs, mais dans un format plus court. C'est de là qu'est venu un petit peu Rétrovision. Avec Damien, on s'est dit tiens, pourquoi pas faire une émission. Et elle a vu le jour le 1er septembre 2007. Quant à Banzai, je te laisse raconter un petit peu ton histoire. Bon alors, moi c'est une histoire d'amour en fait avec ce que je voyais sur le web ricain, en plus particulier la VGN, donc le Angry Video Game Nerd, si vous connaissez le nom du. Donc maintenant on a une version française avec le très sympathique joueur du grenier. Oui. Je connais pas. Donc j'ai découvert ça en 2006-2007 et tout de suite très vite en fait je me suis dit bon sang quoi, ça c'est ce que j'ai envie de voir, ça me parle et surtout l'émission ne me prend pas de haut, on s'amuse même si c'est des jeux que je connais, c'est très très drôle de voir comment le tout est mis en scène, c'est bien monté, c'est à la patate, je vois ça nulle part à la télé, ça me botte. Donc j'ai commencé comme ça à faire en fait un sous-titrage français tout simplement, tout bête, de ce que je voyais sur le Angry Video Game Nerd. D'accord. Et puis vers 2008, il y a un petit site web qui s'est monté qui s'appelle thatguywiththeglasses.com, donc tgwtg.com, qui était très intéressant parce qu'en fait ça reprenait un peu cette formule donc du chroniqueur, présentateur, personnage, de tout mixé comme ça dans un montage très très dynamique avec pas mal d'humour, aussi bien directement en fait de se moquer du jeu mais aussi créer un petit sketch à l'intérieur de son propre monde, créer son petit univers avec ses tests. Et donc il y avait ça avec le Nostalgia Critique qui s'occupait de vieux films nostalgiques comme le film Mortal Kombat, le film Tortue Ninja 3 par exemple. D'accord. Et du coup en fait ce personne-là recrutait parce qu'il voyait bien qu'il allait très vite y avoir une explosion de ce qu'on appelle donc les reviewers, donc les testeurs en ligne comme ça qui font un petit peu leur petite cuisine chez eux et en fait d'ailleurs c'est très bien parce que le côté fait à la maison fait partie intégrante du charme et de la formule. Ce serait beaucoup moins bien si t'étais dans un truc qui sent la corporation, le fric et tout quoi. Ouais, c'est sûr. Et du coup, moi je me suis dit, ça me botte, ça fait 1 an et demi que je regarde la VGN, j'ai envie de faire partie de cet univers. Ils recrutent, et moi je sais, dans ma toute modestie, je me suis dit, mais je vais leur apprendre la vie à ces connards, et je vais parler de jeux qu'ils n'ont jamais vu de leur vie, et je vais un petit peu leur expliquer moi ce qu'est pour moi le rétro gaming. Et donc très vite je me suis mis à faire des reviews Atari ST, Amiga
et Sega Saturn aussi, parce que la Sega Saturn est mal aimée de par le monde. Ah, c'est dommage. Et c'est très très dommage. Ouais. Et donc du coup, j'ai commencé comme ça à parler un petit peu des jeux que moi j'aimais et que personne n'aimait dans la cour de récréation. J'étais un peu seul. Et du coup, ça faisait plaisir un peu de prendre ma revanche comme ça, d'expliquer un petit peu mon amour pour tout ça, quoi. Et puis quand est venu le moment en fait d'étendre mon activité de modeste testeur à la maison, dans le grenier de mes grands-parents à l'époque. Ouais. Du coup, j'ai eu envie de faire. T'as cité Mémoire Vive, qui est pour moi l'une des meilleures émissions rétro gaming qui a jamais été faite. Et surtout par rapport à maintenant, il y a des trucs très très bien et qui vont encore plus dans le détail. Mais pour l'époque où c'est sorti et sur la chaîne sur laquelle c'est sorti, c'était la télé que j'avais envie de voir. C'était parfait. Il me montrait des jeux que je connaissais pas. Il y avait un côté contemplatif où tu regardais le jeu tourner et t'avais juste des sous-titres. Donc même si t'avais même pas envie de lire les sous-titres et d'en apprendre plus, tu regardais le jeu parler par lui-même et t'écoutais la musique, tu regardais les graphismes, tu regardais l'animation. Et déjà ça te parlait, déjà tu voyageais, quoi. Maintenant, des fois, je veux pas dire que ta voix off sur Rétrovision est intrusive, mais sur d'autres émissions rétro gaming, il n'y a pas assez la place au game footage parce qu'il faut laisser de la pub pour Virgin Cola et puis qu'on passe une émission MTV à la con. Les gens reconnaîtront tout de suite de quelle chaîne je parle. C'est la même d'ailleurs, hein, c'est juste que c'est plus la même, enfin on la reconnaît plus. Et du coup voilà, j'ai eu envie de faire mon petit côté mémoire vive, mais directement basé sur la musique et de prendre en fait une musique bien particulière qui m'a marqué. Et donc pareil, j'ai commencé tout de suite avec du Impossible sur la version Atari ST. Et puis au joie très vite après, j'ai pu interviewer des compositeurs sur ces machines comme Chris Hulsbeck ou Barry Leach, qui sont des monuments pour moi, alors que personne ne les connaissait. Personne ne les connaissait sur Navigator Glacis. Et donc du coup, j'ai suivi mon petit bonhomme de chemin. Et puis 3 ans plus tard, mine de rien, je survis grâce à cette activité-là, ce qui est ma foi un achèvement en soi, en toute modestie, parce que je connais énormément de gens qui font leur petite sauce dans leur coin et qui ne grappillent même pas un centime, alors que moi j'ai déjà la chance, et je le dis bien, c'est une chance et non pas quelque chose qui m'est dû ou quoi que ce soit, la chance de pouvoir quand même manger quelques cacahuètes grâce à ma passion, quoi. Ah bah ça c'est bien. Ah bah il faut nous donner la recette alors. Ah ouais. On va mettre la recette. Et donc moi je suis allé sur ton site banzai.com.com, c'est ça? Oui, exactement, banzai.com.com. Et c'est vrai qu'il y a énormément de choses, mais pour les gens qui voudraient voir, qui s'intéressent, qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que tu leur conseilles de voir en premier? Alors, en fait, je fais quand même des émissions qui sont à peu près un petit peu différentes. Il faut savoir que maintenant, au bout de 3 ans, j'ai développé au moins 10 concepts d'émissions parce que je tiens pas en place. Oui, c'est ça, trouver. J'aime pas m'enfermer en fait dans un carcan. Je connais des gens, ils sont à la 200e émission. Je suis là, mais comment tu fais pour faire 200 émissions du même truc alors que tu es tout seul en rédacteur, etc. Et surtout, est-ce que tu te fais pas chier parce qu'il y a tellement de sujets vastes dans l'univers gaming, rétro gaming, ne serait-ce que rétro gaming, tu peux déjà faire une centaine d'émissions. Donc du coup, comme je tiens pas en place, donc il y a une dizaine d'émissions que vous pourrez trouver sur banzai.com.com, aussi sur ma chaîne YouTube juste Banzai. Donc ce que je conseillerais, ça va vraiment dépendre de quel joueur vous êtes, parce que par exemple j'ai des tests de jeux hentai japonais, donc des jeux érotiques. Oui, GameFAP exactement. Ça n'a rien à voir avec le reste. Par exemple Game Soundtrack You Might Don't Know, qui est justement cette émission un peu contemplative. Là, si vous êtes mélomane, ça va vous plaire parce que vous n'avez pas ce côté un peu scabreux, un peu rigolo, un peu clownesque des Games You Might Don't Know, qui sont les tests qui sont donc les tests un peu plus convenus, même si ça reste du grand n'importe quoi, du grand guignolesque. Mais toujours s'amuser en informant et surtout en montrant un jeu que très peu de gens finalement connaissent, surtout sur un public américain. Il faut savoir que l'Amiga, l'Atari ST, c'est plus ou moins connu aux batailles, encore plus l'Atari ST. Ce qui est une honte, c'est une honte nationale, franchement, pour les Américains, ne pas connaître l'Atari ST. J'espère qu'ils connaissent l'Amstrad au moins. Ah ben non, alors là, l'Amstrad. Ah non, on va pas. Aux États-Unis, c'est Commodore 64, c'est lui la grosse machine, on va dire, populaire, le gros ordinateur que les gens ont eu vraiment dans les foyers. Et après, certains ont eu quelques Mac.
un petit peu, mais surtout, bon, ça coûtait une fortune. Hein. Mais après, ça a été très très vite DOS. Il faut savoir que DOS, pendant 3-4 ans, eh ben, c'était de la merde par rapport à ce que tu avais sur Amiga. Sur les IBM PC, tu avais de la grosse daube par rapport à un Amiga 500 qui faisait en plus tout, alors que un PC c'était la galère. Fallait acheter un écran VGA, fallait acheter une carte son Sound Blaster. Oui, puis un PC à la base, c'était pas trop destiné au jeu. Voilà. Au départ. C'était pas trop vendu comme ça, alors que sur Amiga Atari ST, du moins en Europe, tu avais vraiment cette culture de ces deux ordinateurs de jeu qui en plus se faisaient la guerre. Donc c'est un monde en final qui est c'est très francophone en fait, cette guerre-là, un petit peu en Angleterre aussi, mais la guerre est très quand même localisée sur le vieux continent. Donc du coup c'est une mine d'or pour moi qui veut montrer des nouvelles choses au public américain. Ouais. Et donc pour en revenir à mes émissions, donc je conseillerais pour commencer quand même les Games You Might Don't Know parce que c'est vraiment moi quoi. C'est vraiment. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en anglais quand même. Alors voilà, par contre, donc ça peut être l'un des problèmes bien sûr, c'est que donc mon émission comme elle est primairement destinée à un public américain, vous la trouverez en anglais. Alors sur YouTube, il existe quelques vidéos sous-titrées en français. J'ai un Dailymotion aussi, si vous tapez juste Benzaï sur Dailymotion, vous allez en trouver. Et certaines vidéos sont même doublées en français, mais alors c'était plus des tests qu'autre chose, parce que par exemple, la vidéo n'est pas remontée sur le rythme français en fait. Et donc tout à coup, il y a des gros blancs, parce qu'en fait, une phrase qui m'a pris plus longtemps à dire en anglais, et inversement, il y a des phrases qui vont être beaucoup plus longues en français, du coup ça déborde. Du coup, le rythme n'est pas calé dessus. Ce qui est un problème, mais... Ça fait bizarre. Mais c'est un investissement. En fait, c'est vocal ce que tu fais. Voilà. Donc il y a la narration. Il n'y a pas de sous-titres. Voilà, il n'y a pas de sous-titres. Alors, des fois, il y a des sous-titres. Enfin, il y a des sous-titres en français sur mon émission, mais Damien DS, au final, si tu vois pas trop le truc, c'est qu'il y a une vraie présentation. Donc il y a un mec qui est là qui parle. Ce mec, c'est moi. Et du coup, quand ça parle en anglais et que tu redoubles partie en français, ça donne un côté un petit peu robotique, qui est pas très très naturel, mais c'est un tel investissement de temps de tout refaire. Si je vais tout refaire, tout remonter en français, ça me prendra une double de temps tout simplement. Il vaut mieux faire un sous-titrage français. Et même le sous-titrage lui-même déjà prend un certain temps. Et comme je voyais que finalement le gros de mon audience se trouvait aux États-Unis, petit à petit en fait j'ai de moins en moins pris le temps jusqu'à complètement abandonner la version française. À part mon dernier test de Mr. Splash, qui est un jeu Nintendo qui est sorti uniquement chez omakebooks.com et uniquement cartouche NES édité à 50 exemplaires que tu peux uniquement gagner sur un concours sur leur site. Enfin sur le site de Monsieur Gorge. Du coup là j'ai fait une version française pour que lui puisse la partager, mais ça peut être une barrière. Mais en tout cas, ça vaut le coup. C'est justement, ça vous fera une bonne excuse à tout le monde pour travailler un petit peu leur anglais, sachant que mon accent n'est pas très difficile. Ah non, c'est très bien. J'ai écouté, moi c'est très très bien. Donc, en même temps, ton émission et puis Rétrovision se complètent finalement, puisque nous on s'adresse à un public exclusivement francophone. Donc, voilà. Oui, Damien, oui, c'est vrai. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des Espagnols qui regardent et aussi quelques Japonais. Il y en a quelques-uns, pas énormément, mais. Ils regardent sans comprendre. Oui, non, j'en ai connu. Oui. Mais c'est ça, mais je te dis, c'est le côté contemplatif qui est séduisant, parce que des fois les gens veulent que veulent juste voir du beau jeu en action avec des longs plans séquences, parce que c'est fascinant, parce qu'il y a vraiment quelque chose là-dedans, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que sur notre site, on a pas sur mon site benzaï.com, mais sur That Guy le Glasses, on a une émission qui s'appelle Substance TV et qui est un mec absolument formidable qui s'appelle Géa Doma. Enfin, c'est son pseudo, qui fait en fait un truc qui est très proche finalement de la formule Rétrovision, c'est-à-dire que chaque jour il va prendre 3 jeux d'une génération différente et puis il va les présenter uniquement avec des sous-titres et le jeu parle par lui-même. Et ça c'est quand même quelque chose que je trouve incroyable parce que tu peux pas avoir vraiment avec du cinéma par exemple. Si tu montrais juste des clips comme ça sans introduction, ce serait un peu bizarre, alors que les jeux, déjà visuellement ils sont datés. Visuellement ils sont datés, leur genre parle par lui-même. Et au final, les jeux défendent très bien leur cas tout seuls. Alors c'est très bien d'avoir un commentaire, etc. C'est facilement identifiable. Plus d'infos, mais moi je me souviens, j'imagine qu'on l'a tous fait dans les années 90-80. T'achetais un magazine Tilt à l'époque en France,
Et ben moi personnellement, comme j'étais un petit peu feignant comme gamin, et ben je regardais surtout les screenshots. Je regardais des images de jeux qui ont été photographiées avec un appareil photo argentique merdique sous un drap noir parce qu'ils pouvaient pas faire de capture. Et pourtant, ne serait-ce que de regarder des screenshots, et ben ça me fascinait. Ça fait rêver. Ouais, moi aussi, j'avoue, je confirme. Ça faisait rêver quoi. Et pareil quand t'avais genre Player One qui allait dans les salles d'arcade et qui ramenait des photos absolument dégueulasses du Golden Axe 2 version arcade et tout, et ben c'était incroyable. Et j'avais même pas besoin de lire le texte pour savoir que je voulais jouer à ce jeu-là. Donc ça m'étonne pas du tout que des gens qui ne comprennent rien au français regardent Retrovision, parce que Retrovision laisse la part belle au game footage qui sont finalement c'est un trésor en eux-mêmes. C'est ça. Et Robin, oui. Je crois que tu avais eu des jeux avant d'avoir la Master System, non? T'avais eu des jeux avant d'avoir la console, je crois, il me semble, non? Oui, c'est ça. Ouais, c'est-à-dire que et moi, en fait, toi, tu fantasmais sur les jaquettes. C'est ça. Non, mais c'est vrai. C'était ça. Voilà. Avant d'avoir la console pour y jouer. Ouais. Ouais. J'avais 2 cartouches. C'était Shinobi et c'était Black Belt. Puis ils étaient sous mon lit, puis tous les soirs avant de me coucher, je regardais les images derrière, puis j'attendais que mon père me paye la console. Voilà, c'est comme ça. Tu jouais dans ta tête, au fait. C'est ça, je jouais dans ma tête. Je sais pas si tu te souviens, mais il y avait une rupture de stock pour la GameCube un peu après sa sortie française, donc elle était très vite en rupture de stock et il a fallu attendre 2 à 3 semaines pour qu'elle se remplisse. Mais moi, le jour de la sortie de la console, je suis allé m'acheter 3 jeux et une manette, et après, il y avait pas de console, donc du coup, je suis resté avec mes 200 € en liquide dans mon petit portefeuille de collégien, quoi, et je t'assure que la manette, je l'ai retournée dans tous les sens, je l'ai examinée au microscope pendant ces 2 semaines où je n'avais rien à mettre sous la dent. Donc c'est quelque chose que je connais parfaitement. Et c'est aussi ça le jeu vidéo, quoi. C'est ça qui est incroyable. Je pense pas que tu puisses avoir un tel engouement. Pas au niveau de la puissance, parce que tu peux être vraiment très, très passionné de cinéma, etc. Mais je pense pas qu'il y ait quelque chose de comparable sur un autre média que le jeu vidéo. C'est vraiment très spécifique. C'est sûr. Ce que je vous propose, c'est de marquer une petite pause. Et juste après la pause, on va reprendre avec le programme de Rétrovision, à savoir le contenu, pour ceux qui ne connaissent pas trop. Et je voulais aussi vous dire, ne vous inquiétez pas si chez vous, vous entendez du souffle. Non, on n'est pas au bord de la mer, c'est Damien DS qui prend des grosses respirations, mais c'est pas grave, après la pause... C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu racontes? Voilà, on marque une petite pause. On s'écoute 2 morceaux, évidemment, extraits de jeux vidéo. Le premier, c'est Turrican 2, composé par Chris Hulsbeck, que Benzaï connaît bien. Mais c'est un remix, excusez mon allemand, de Firat Karaguzel. Et ce sera enchaîné avec Zelda Ocarina of Time, Les Bois Perdus. On se retrouve dans quelques petites minutes.
Voilà, c'était donc une très jolie reprise de Zelda Ocarina of Time, Les Bois Perdus. On reprend avec la question de Damien, à savoir, Damien, répète ta question parce que je suis un peu perdu là. À partir de combien d'années un jeu est-il considéré comme rétro? Réponse de Benzaï. Alors, moi, je commence à considérer un jeu comme rétro à partir du moment où il va y avoir une cassure au niveau, en fait, de comment le jeu se joue et à quoi il ressemble. Du coup, en fait, il y a une cassure très nette de toute façon qui est 94-95, la sortie des 32 bits, qui pour moi est une cassure en fait qui même dans 10 ans, dans 20 ans, tu te souviendras de cette cassure-là. Elle marquera quand même vraiment quelque chose, le passage du tout 2D au tout 3D. Même s'il y avait des jeux 3D fantastiques sur Amiga, Atari ST, même s'il y avait quelques jeux 3D sur Super NES, bon, alors enfin, ils sont hideux quoi, mais ils sont excellents. Du coup, par exemple, pour moi, je considérerais jamais la PlayStation 1 comme une console rétro. Mais même dans 10 ans, je te dirais, ben non, quoi. Regarde, les jeux sont tout en 3D. En plus, ils sont injouables parce que la plupart du temps, c'est les premiers clones de Mario 64. Il faut le dire, ils sont hideux comme Rascal ou autre merde de ce nom, quoi. Et du coup, par exemple, c'est quelque chose que je vais pas considérer rétro. Pourquoi ? Parce que t'es dans une optique 3D. Par contre, tu me sors Strider 2 sur PlayStation 1, et ben là, je vais commencer quand même à me tâter, à me dire oui, c'est peut-être un peu rétro parce que finalement c'est un jeu d'arcade tel qu'il aurait dû sortir, mais sauf que le marché a évolué, donc les gens s'intéressent plus trop à la 2D, mais le jeu sort en 2D, etc. Donc par exemple un jeu comme Guardian Heroes qui est ressorti sur la Xbox Live Arcade, même s'il est sorti en 96 il me semble sur Saturn, je le considère quand même comme un jeu rétro parce qu'il est fait à l'ancienne, comme on dit, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Donc, comme le jeu est fait à l'ancienne, je le considère un peu comme rétro. Mais après, par exemple, un jeu comme Call of Duty Modern Warfare, dans 20 ans, je considérerais pas ça comme rétro, parce que, étant donné que tout ce que j'ai connu avant ce jeu-là, je peux pas considérer ça comme un jeu faisant partie de l'ancien temps du jeu vidéo, c'est-à-dire le temps où tu mettais 10 balles dans une machine de Final Fight, par exemple, etc. Donc, le rétro gaming, quand même. Pour moi, ça englobe vraiment tout ce qui va être, tous les genres qui sont vraiment linkés avec la 2D, liés à la 2D, et les vieilles merdes en 3D, enfin les vieilleries en 3D. Merde, je dis merde affectivement, mais pour moi des jeux comme Midwinter 2, Elite, Hunter, etc. Tout ça c'est donc en 3D vectoriel par exemple. Dès qu'on va sortir de la 3D vectorielle, je pense que le gros passage sortir du rétro, pour moi déjà la 3D mappée, tu n'es plus dans ce que j'appelle le rétro gaming, mais c'est un extrême parce qu'il y a des gens qui vont te dire mais le rétro gaming non, c'est les jeux d'arcade avant 85, c'est avant la sortie de la Nintendo même. Et là bon, ça commence à faire quand même vraiment très extrême. Et pourtant, quand tu as des salons rétro gaming, t'as des gens qui jouent à la Saturn, à la PlayStation, parce que tu te rends compte que, foutre Dieu, quoi. Toshinden sur PlayStation, c'est un jeu qui a 17 ans. Ouais. Ça fout un coup de vieux. Même pour moi qui suis un môme, j'ai 24 ans, se rendre compte que ce jeu-là, qui pourtant pour moi était récent, nouvelle génération, etc., avec son Guro shading, on n'est même pas en 3D mappé dans ce jeu-là, on est en Guro shading. Ah d'accord. Donc c'est juste des ombres sur du vectoriel, et pourtant ça donnait déjà un effet un petit peu adouci. Et du coup là, pour moi, c'est un jeu qui fait partie quand même de la nouvelle génération, le gameplay, l'animation, etc. Du coup, je le considère pas comme un jeu rétro, pourtant il a 17 ans. Il faut bien que je me rende compte que j'ai un petit frère de 14 ans, pour lui c'est plus que rétro, Toshinden. C'est une vieillerie, c'est antique, il est né avec une GameCube dans sa chambre. Alors merde, tu te rends compte ce que ça veut dire? Ça fout un coup de vieux, quoi. Ouais, c'est sûr. Et du coup, c'est pour ça que le vrai rétro gaming, je le considérais en 2D, parce que pourtant, parce qu'il y a vraiment quand même quelque chose de fascinant avec toute cette génération-là, qui pourtant finalement n'est pas très longue. Si tu regardes bien, en fait, le plus gros, ce que les rétro gamers préfèrent, ça va vraiment être localisé entre 83 et 95, vraiment. Ça fait même pas 12 ans. Ça fait 12 ans, et pourtant, il y a 12 ans, on était en 2000. En 2000, pour moi, tous les jeux me paraissent récents. Si tu prends n'importe quel jeu qui est sorti en 2000, je te sors, ou même un petit peu avant, quoi. Regarde Half-Life 1, Unreal. En 2000, c'est la sortie de la PlayStation 2. Est-ce que tu considères la PlayStation 2 comme une console rétro? Absolument pas. Non. Pourtant, c'était il y a 13 ans. Mais à l'époque de la PlayStation 2, tu considérais déjà la Super Nintendo comme une console rétro. Ouais. Oui, donc en gros, le rétro gaming est essentiellement réservé aux jeux 2D, pour la plupart des temps. Qui date 2D ou alors qui date de avant la cassure de 94-95, qui est très nette.
D'accord. Bon, je pense qu'on a bien répondu à cette question. Donc, on va revenir un petit peu encore une fois à notre fil conducteur, puisque c'est un podcast aussi sur les émissions rétro que nous faisons. Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui connaîtraient, c'est pas grave. De toute façon, toujours bon à savoir le principe un petit peu de rétrovision. Voilà, je vais faire un petit peu plus court que Benzaï quand même. Je vais moins rentrer dans les détails. Donc, l'émission se découpe en plusieurs parties, on va dire. Donc on commence avec un générique qui annonce un petit peu les jeux qui vont être testés. Alors au début, si tu te souviens bien, Damien, on avait commencé avec à peu près entre 6 et 7 chroniques. À peu près. C'est ça, hein. Et là, les chroniques les extraits étaient beaucoup plus longs que maintenant. Oui, c'est vrai. Alors, dans un souci de dynamisme et aussi de temps, on a réduit un petit peu tout ça. C'est-à-dire qu'au début, ça durait à peu près 40 minutes, 35 minutes en moyenne. Là, on est passé à un format plus compact. Là, on est aux alentours de 22-25 minutes maximum. Donc, on est passé à 5 tests. Effectivement, ça rajoute du dynamisme. C'est ça. Dans un souci de dynamisme, on a donc 5 chroniques écrites par moi et Damien DS, entrecoupées de musique disque Amiga. Alors, on a décidé, moi et Damien, de mettre des musiques disques Amiga. Pourquoi ? Parce que déjà, premièrement, ça fait partie quand même du rétro gaming. Deuxièmement, ce sont des choses qui ne sont pas très connues, mais c'est pas parce que ce n'est pas connu qu'on n'a pas le droit d'en parler, que les gens sont curieux quand même, peuvent connaître ça. Et c'est parce que on connaissait quelqu'un qui, quand on faisait nos fameuses entre guillemets copy parties le samedi après-midi, au lieu d'aller traîner au McDonald's, eh bien on allait donc chez un ami à nous qui était un petit peu plus âgé, qui avait un Amiga. Chez mon cousin. Exactement, c'est le cousin Damien. S'il écoute, il va certainement se reconnaître. Et il nous mettait certaines musiques disques. Alors, des démos sur Amiga. Et aussi des démos. Les démos, je vais en venir un petit peu après, mais aussi des musiques disques. Alors, ce qu'on faisait le samedi après-midi, on prenait notre Atari ST ou notre Amiga sous la main. Et puis, parce qu'on n'avait pas Internet à l'époque, c'était en 90, 91, et on allait chez un ami. On branchait tout ça et on faisait nos fameuses copy parties le samedi après-midi. Donc on mettait des musiques disques et aussi des démos Amiga. Et des démos Amiga qui font quand même aussi partie, que ce soit Amiga ou Atari ST. Alors on met des démos Amiga parce que malheureusement des démos Atari ST, je n'en connais pas beaucoup. Je pense que il y en a quelques-unes. Ouais, mais il faudrait que justement s'il y a des gens qui veulent nous en suggérer, eh bien nous sommes preneurs, moi et Damien DS. Nous avons tous les deux eu un Atari ST, donc ça nous ferait vraiment très plaisir. Et la particularité aussi de Rétrovision, j'ai remarqué par rapport à d'autres émissions au niveau du contenu, c'est que nous testons des jeux sur micro-ordinateur, à savoir Amiga et Atari ST. Allez sur Dailymotion et essayez de trouver des tests sur l'Atari ST ou sur l'Amiga. Oui, il y en a, mais on peut dire qu'il n'y en a pas énormément. Oui, comparé aux consoles, ça c'est clair que... Et donc, c'est ça aussi, on voulait vraiment aussi mettre l'accent sur les jeux micro, Atari ST, Amiga et PC, bien évidemment. Et donc, l'émission se finit avec une démo Amiga. Et la démo Amiga, c'est bien évidemment une référence, certains l'auront deviné, à Micro Kids, qui était une émission sur pas le rétro gaming, mais les jeux vidéo actuels, puisque ça va du début des années 90. Et ils finissaient leur émission avec une démonstration. Elle était sur Atari ST ou Amiga, mais elle durait, c'était des extraits, parce que à l'époque, sur la télévision, on ne pouvait pas non plus s'éterniser à mettre 5 minutes de démo. Le temps, c'est de l'argent. Mais donc, dans Rétrovision, vu que c'est gratuit, on peut mettre la démo en intégralité. Voilà. Et l'émission s'est finie comme ça. Ça c'est très intéressant que le coup de la démo à la fin en fait pour clôturer parce que c'est quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout quand la première fois que j'ai vu Rétrovision et je dois avouer que j'étais pas mal surpris et agréablement parce que la seule web radio en fait que j'écoute moi s'appelle Nectarine. D'accord. Que vous pouvez trouver sur scenemusic.org et donc c'est une radio qui ne passe absolument que du chiptune issus des démos de l'époque ou alors de démos récentes parce que ça existe encore ou de trackers, c'est-à-dire par exemple que quand vous téléchargez ce petit crack pour votre jeu PC préféré pas de cachotterie entre nous quoi. Vous tombez très souvent sur une musique et des fois même vous gardez le crack juste pour écouter la petite musique chiptune qui va avec le petit personnage qui danse suivant quel team le fait quoi. Et donc en fait il existe une radio qui ne passe que de ça.
Et finalement, elle est pas si populaire que ça. Elle survit grâce à quelques donations, quelques généreux dons. Mais au final, à chaque fois que j'essaie d'en parler à des amis, etc., ils connaissent rien du tout à cet univers-là. Et pourtant, il fait vraiment partie intégrante de la culture gaming de l'époque. Parce que quand t'étais môme et que t'avais un sac poubelle plein de disquettes Amiga, et ben t'avais des démos au début de tes jeux, t'avais des démos à la fin de tes jeux, t'avais des démos tout seul sur des disques. Et du coup, ça faisait vraiment partie intégrante du jeu. D'ailleurs, moi à l'époque j'étais tellement jeune que j'y connaissais rien, j'avais l'impression qu'en fait c'était les gens qui avaient fait le jeu qui faisaient une démo au début, quoi. Pour moi, Gods, Empire, tout ça, oui, Répliquant. C'était les créateurs de, tu vois, Speedball 2, Jim Power, etc., quoi. Alors qu'en fait pas du tout. C'est que bien plus tard que tu finis par comprendre que en fait non, c'était des disquettes piratées. J'ai absolument aucune idée de comment ces disquettes ont atterri chez moi. Alors ça, on pourrait en parler. Là, je crois qu'on pourrait faire un podcast juste pour ça, intitulé « Souvenirs des copies parties le samedi après-midi ». Parce que alors là, on en aura raconté, mais là, si on parle là-dessus, là, on n'en a pas fini. Mais on va prendre une petite note, là, puis on va se faire un podcast sur ça, parce qu'il y a trop de détails, trop de souvenirs à raconter là-dessus. Là. Bien sûr, mais en tout cas, c'est vachement intéressant que Retrovision pense à montrer des démos Amiga, parce que les gens ont tendance... Enfin, on va dire le gros du public, parce qu'il y a énormément de gens qui embrassent le rétro gaming à fond la caisse. Maintenant, dès qu'il y a un événement rétro gaming sur Paris, tout le monde est là. Les gamins de 16 ans vont essayer de t'expliquer la vie avec la Super NES, la Mega Drive et tout le bordel. Mais au final, c'est quand même un pan qui est un petit peu oublié, un petit peu comme les autres micro-ordinateurs, parce que bon, c'est vrai que c'est d'un point de vue logistique, c'est quand même bien plus simple de foutre des tables avec des consoles, foutre des cartouches à la chaîne, et puis tu sais que ça va marcher, quoi. Alors que si on devait charger un Amstrad à cassette, ça serait vraiment très chiant de faire jouer les gens dessus. Mais quand même, ça fait partie de l'histoire et du passé de joueurs d'énormément de gens. Mmh. Et donc ça devrait pas être laissé comme ça. Oui, c'est vrai. Aux dépens des consoles. Ouais. On essaye, moi et Damien DS, on essaie d'être éclectique dans notre programmation, c'est-à-dire on teste aussi bien des jeux auxquels nous avons joué à l'époque quand nous étions petits, mais aussi des jeux que nous ne connaissons pas, des découvertes. Et ça me fait plaisir quand je lis des commentaires et que les gens nous répondent et disent c'est super, ce jeu-là je ne connaissais pas, c'est une bonne découverte, je vais l'essayer. Alors là on réussit un petit peu notre pari en faisant découvrir des jeux pas super connus. Et c'est quand on a des réponses comme ça, on peut dire qu'on a atteint un petit peu notre objectif. Donc on essaie d'être éclectique, de pas mettre juste de la Super Nintendo ou de la Mega Drive, mais de mettre d'autres jeux, des laser games, des Mad Dog McCry, des trucs un petit peu un petit peu risqués. Je me dis, je vais tester ce jeu-là, mais ça risque pas d'intéresser peut-être tout le monde, mais c'est pas grave, on va en parler 2-3 minutes, puis après on passe à un autre jeu un petit peu plus connu. Puis c'est ça, on essaye de faire un mélange assez cohérent, en mettant aussi pas que des shooters ou des casse-briques ou des machins. On alterne on met des jeux auxquels on a aimé jouer, c'est-à-dire que même si toi ce sont des jeux que tu découvres, des jeux d'époque que tu découvres maintenant, c'est quand même des jeux que tu chroniques, mais parce que tu as aimé y jouer. Ouais, c'est ça. Tu vas pas chroniquer un jeu que tu as détesté, par exemple, même s'il date des années 80 ou 90. Ça m'est déjà arrivé. C'est rare quand même. Le plus flagrant, c'était le flic de Beverly Hills qu'on a testé sur Atari ST. Il est génial ce jeu. Je sais pas, j'ai du mal, vraiment. Non, le film était bien. Le premier film était bien, le jeu un peu moins. Tu sais que j'adore le jeu. J'ai fait une chronique dessus où je dis que c'est vraiment excellent. Surtout sur une seule disquette, t'avais quand même 4 jeux en main. C'était incroyable. T'avais un shooter, t'avais un FPS à la fin sur 3-4 niveaux en vectoriel et il est injouable, on est d'accord. C'est galère. Mais je sais pas, c'était une disquette quand même qui était bien plus originale et ils sont quand même pas mal creusé la tête pour te fournir un jeu qui était vraiment très très varié, surtout pour l'époque où tu foutais quand même vite fait 400 balles dans un jeu qui était très vite répétitif ou pas très bon. Là quand même, je sais pas, t'avais quand même de la variété, et vraiment, là par contre de la variété à l'opposé, quoi. C'est-à-dire que t'as un premier truc, c'est du side-scrolling, t'as un truc, t'as un premier niveau, c'est du run and gun, ensuite t'as une poursuite en bagnole en 3D vectoriel, ensuite oui, elle est affreuse, on est d'accord, mais c'est pas,
l'intérêt du jeu résidait quand même dans sa variété. Et moi, je sais que petit, j'ai adoré le jeu, quoi, parce que déjà parce que tu jouais à Eddie Murphy, ce qui est pas le cas de tous les jeux, et parce que t'avais une vraie variété et Ouais. t'avais du shooter, t'avais du sang, t'avais quand même vraiment pas mal de trucs assez intéressants. Donc, mais par contre, du coup, je te conseillerais de faire un rétrovision spécial grosse daube, sérieusement. Oui, d'accord, ok. C'est pas un cadeau pour moi parce que déjà j'ai pas beaucoup le temps de jouer, les gars. Alors si en plus dans ma pauvre demi-heure de jeu par jour vous me mettez des jeux pourris, qui le fait. Mais il faut savoir que les mauvais jeux ont quand même pas mal de vent en poupe et moi j'ai souvent fait des soirées grosses merde à la maison et finalement tu t'amuses pas mal quand même de regarder à quel point, parce que vu que tu as le recul maintenant de te dire j'ai pas payé 500 francs pour ce jeu là, je l'ai trouvé à 1 euro dans un easy cash, tu vois, du coup c'est toujours quand même un certain intérêt dans le sens qu'il te montre vraiment tout ce qu'il fallait pas faire et à quel point des fois certains jeux avaient un certain succès médiatique alors qu'ils sont proprement injouables. Je sais en fait que j'ai un très bon souvenir d'une soirée jeu Midway sur N64. Je ne sais pas si tu vois à peu près ce que c'est, mais tout ce qui est Biofreak, War Gods, les jeux de combat 64 qui sont absolument hideux, vraiment pourris, avec des fatalités à foison. Et en fait, c'était le seul intérêt du jeu, c'était de voir des fatalités qui étaient, mais c'était hideux, quoi. Et du coup, il y a un certain intérêt à jouer à des jeux de merde. Et maintenant que tu as le recul de ne pas les avoir payés une brique, ce serait quand même intéressant de faire un rétrovision spécial jeu pourri, parce que de toute façon, le joueur du grenier n'a pas le monopole de faire des jeux de merde. Enfin, de faire des jeux de merde, de tester des jeux de merde, il fait pas que ça. Et donc, de toute façon, je pense que Frédéric Molas le dira lui-même, il n'a pas le monopole de faire des tests de jeux de toute façon. Donc, du coup, ce serait quand même intéressant de faire un rétrovision spécial jeu pourri pour montrer des trucs, justement, que par exemple, faut savoir que la formule du joueur du grenier, il faut quand même que le jeu ait un certain intérêt, ou moins de quoi montrer quelques blagues, etc. Pour l'écriture, c'est quand même beaucoup plus sympa, alors qu'il y a tout un tas de jeux qui sont absolument merdiques, qui fonctionneraient pas avec cette formule-là. Par contre, peut-être plus dans un côté contemplatif où on montre vraiment le jeu, comme sur Rétrovision, et je suis sûr que ça intéresserait des tas de gens. Ouais, c'est sûr. Mais de toute façon, avec Damien, je me souviens, quand on était plus petit, on a joué à tellement de bons jeux. Je sais pas pourquoi. On joue que des bons jeux. Voilà. Je veux dire, il y a tellement de bons jeux qui sont sortis. C'est-à-dire qu'on avait déjà du goût à l'époque, c'est pour ça. C'est vrai. J'avoue. Hein. Mais il y a tellement de bons jeux encore à tester. Déjà, on n'a pas suffisamment de temps pour jouer aux bons jeux. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà pourquoi Damien DS travaille avec moi, c'est parce qu'il se complémente bien, il arrive à... Je suis pragmatique. C'est ça. On va marquer une deuxième pause et on passe à la troisième partie, la conclusion de ce podcast. On va s'écouter, pas des petites nouveautés, mais un morceau que Benzaï justement m'a fait découvrir il n'y a pas si longtemps que ça, c'était la semaine dernière. C'est un remix jazzy de Pee Wee Hill et Michiko Hill. C'est F0 et c'est le track, la course plutôt Big Blue. Et juste après, ce sera mixé par moi-même avec Yuzo Koshiro. C'est la musique d'introduction de Yes 2 et ça s'appelle To Make the End of Battle.
Voilà un titre absolument hallucinant de Yuzo Koshiro. D'ailleurs, je vous recommande d'aller sur YouTube et de taper To Make the End of Battle et vous allez voir qu'il y a plein de gens, surtout des Japonais, qui reprennent cette musique avec de la guitare électrique. On revient donc sur ce podcast numéro 1, le pilote, avec toujours Damien DS qui est là. Oui, je suis là. Et Benzei. Et on va arriver à la dernière partie. On va juste donner des petites anecdotes sur les émissions. Par exemple, on m'a jamais posé la question pourquoi, dans Rétrovision, il n'y a jamais eu un seul jeu sur la NES, qui est pourtant une console. Tiens, je sais pas pourquoi. Il y a des personnes qui m'ont dit tiens, ce serait bien que tu mettes un peu plus de jeux NES ou un peu plus de jeux Nintendo 64, mais jamais. On m'a dit tiens, il n'y a aucun jeu NES. Et c'est vrai, si vous regardez quand même en 4 ans, pas un seul jeu sur la Nintendo Entertainment System. Parce que ton PC, il n'est pas assez puissant pour faire tourner les jeunesses, c'est pour ça, en fait. C'est pas ça. Et même Damien, même toi, tu ne m'as jamais proposé. Je ne sais pas. Je pose la question, pourquoi ? Ben pourquoi ? Et pourquoi toi, tu ne m'en as pas proposé ? Parce que je pensais que tu en faisais. D'accord. Okay. Je pensais que tu les gardais sous le coude, en fait. Non, je ne les garde pas. Mais pourquoi ? Premièrement, parce que c'est une console que je n'ai pas eue, déjà. Deuxièmement, c'est une console dans mon entourage que personne n'avait. Et si, c'est vrai, je vous assure. Sur la Lune. Non, c'est vrai. Nous étions tous sur la Master System, que veux-tu ? Moi, j'étais au collège Danton à Levallois-Perret, et tous mes copains, on avait tous, non sans déconner, c'est vrai, on avait tous des Master System. C'est fou ça. C'était le gang des Master System. Je ne connaissais personne. C'est une console, j'ai pas vraiment d'affinité avec la NES, je sais pas pourquoi. Sans doute la palette de couleurs. Je veux pas me faire d'ennemis, hein, mais en gros, c'est une console vraiment. J'aime pas trop. J'aime pas trop la NES. La palette graphique marron me donne un peu de l'urticaire là, et donc c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de jeunesse. Et voilà, c'est une console à qui je n'ai pas trop d'affinité. Mais tu sais quoi, c'est pas vraiment plus mal au final que justement quelqu'un comme toi qui n'a pas eu la NES s'occupe d'une émission sur le rétro gaming, parce que justement tu vas avoir plus de temps pour parler de trucs qui ne sont pas de la NES, parce que là on a eu un troisième volume de l'histoire des Nintendo qui est un très bon bouquin, et il y a une bible Nintendo sortie chez Pixel Love qui est excellente, mais voilà, la NES c'est un petit peu, on va dire, la pyramide du rétro gaming. C'est vraiment c'est cette espèce de monolithe tout carré là. C'est censé vraiment être. Quand les gens pensent rétro gaming, ils vont très vite penser au premier Mario, parce que c'est lui qui est toujours cité, qui est toujours repris. Les gens peuvent faire des spectacles, même des sketchs sur le premier Mario. Tu reprends la musique de Mario, absolument, mais même ma grand-mère connaît. Et du coup, 25 ans Mario. Et puis cette Nintendo. Exactement, c'était un 5 ans joyeux anniversaire, pareil pour Link et Alex Kidd, même si Alex Kidd est un héros à la manque, mais bon, on en reparlera. Mais du coup, on se retrouve avec une console qui avait quand même un monopoly total sur le marché. C'était incroyable. Les parts de marché aux États-Unis, c'était quand même 97%. C'est incroyable, quoi. Les 97% des gens qui jouaient aux États-Unis avaient joué sur NES. Au Japon, c'était pareil. Hein. La Sega Mark III, elle avait qu'un succès d'estime. Hein. C'est en France qu'elle a le mieux marché. Et bon, maintenant au Brésil, parce qu'elle a complètement explosé au Brésil, mais c'est un autre marché, c'est bien plus tard. Mais tout ça pour dire que la NES, de toute façon, c'est une console que tout le monde a eu. C'est un petit peu comme, je sais pas, quand tu prends une console portable, il y a énormément de gens qui n'ont pas trop joué à la Game Gear. Alors que pourtant, c'est une console portable qui est fantastique, et moi, c'est celle que j'avais. Ah oui, j'avais aussi. Et c'est vrai que du coup les jeux Game Boy sont très bien, mais le problème pour moi, pour une émission rétro gaming, c'est que quel intérêt de parler d'un jeu que tout le monde a eu, que tout le monde a joué. C'est pour ça que moi c'était pour ça. Enfin, on en revient en fait à pourquoi j'ai créé mon émission, et pourquoi j'adore Rétrovision, c'est parce que Rétrovision, d'ailleurs, à chaque fois que je regarde le générique, j'essaie de nommer tous les titres que je vois dans le générique de début, et à chaque fois j'y arrive pas, et je suis là merde. Putain. C'est pointu. Ouais, parce qu'il y a des trucs qui sont vrais, il y a des trucs je les connais directement, et des trucs je sais, ça je sais que c'est sur PC Engine, mais j'ai du mal à reconnaître. Et moi ça me blesse, hein, dans ma chair de Benzaï qui aime se vanter de sa culture rétro gaming. Je suis là, oh là là. Et c'est pour ça justement que cette émission est si fascinante. C'est parce que justement je vois des nouveaux trucs, et donc je voyais pas l'intérêt jusqu'à récemment de faire une émission sur, allez, parlons de Tetris sur Game Boy, de Super Mario World, de Zelda, Link to the Past.
Et du coup, l'intérêt justement, c'était de voir tout ce qu'il y avait autour. Et même le bon comme le mauvais en soi, parce que c'est aussi bon d'avoir un peu de recul sur l'état de l'industrie à l'époque, parce que tu vois, il y a peu de temps, j'ai fait une émission sur pourquoi dans les années 90, jouer c'était pas non plus le paradis que décrivent beaucoup de rétro gamers. Et du coup, en fait, j'expliquais que regardez, les gens par exemple se plaignent beaucoup en ce moment que le Call of Duty tous les ans c'est la même chose, mais si on prend Megaman, tu as les 6 premiers Megaman sur NES qui sont tous sortis à 1 an d'intervalle avec les mêmes sprites, le même level design et la même formule, et pourtant on s'en accommodait très bien. Mais 6 Megaman en moins de 7 ans, ça sent quand même la poule aux œufs d'or, quoi. Enfin, ça sent quand même un petit peu on tire un peu sur la corde, les mecs, quoi. De toute façon, en règle générale, il faut se méfier des suites qui sortent à 1 an d'intervalle. Eh oui, mais généralement, il n'y a pas trop de nouveautés. Comment résister quand t'as un jeu si bon? Et le problème, moi, en fait, que je présentais, c'était pas un problème d'avoir un très bon jeu tous les ans qui reprend un peu la même formule, mais c'est qu'il fallait pas vanter les mérites d'une époque qui finalement n'était pas parfaite. Et donc, moi, j'aime bien aussi un peu de casser ce mythe-là. C'est pour ça que je te conseille de faire une émission sur les daubes de l'époque, parce que pour montrer que un jeu, c'est pas parce qu'il est sur Super NES qu'il est bien, c'est pas parce qu'il est sur Amiga qu'il est bien, et c'est pas parce qu'il est sur Virtual Boy qu'il est pourri. Tu vois, il y a du bon et du mauvais partout. Et du coup, c'est ça qui est intéressant dans le rétro gaming, c'est de réexplorer un petit peu, mais aussi de mettre en perspective. Et du coup, c'est pour ça que j'aimerais que se développent en fait des émissions de rétro gaming. C'est pour ça que j'aime bien le joueur du grenier, parce qu'il explique à quel point il était merdique de temps en temps d'être un joueur à l'époque. Quand t'achetais un mauvais jeu pour Noël, t'étais foutu. Quand t'avais acheté une mauvaise console mornée, t'étais foutu pareil. Je veux dire, les pauvres enfants qui ont commandé une Jaguar à Noël, mais ils ont dû pleurer pendant des années et des années avant que leurs parents leur achètent une nouvelle console. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est sûr. Et il manquerait plus que tu proposes à Robin de faire une émission de rétrovision spécialement sur la NES, et là, je pense qu'il va finir de te détester. Et bien justement, Robin, il faudrait que tu fasses une émission sur les daubes sur NES. D'accord. Comme ça, tu jouerais à de la merde sur NES et tu ragerais et tu serais là, mais putain, quelle merde cette console, regardez ce jeu pourri, et tu ferais une émission qui sera d'autant plus pertinente. Bon, écoute, le meilleur moyen, c'est de demander aux gens, tous ceux qui écoutent. Là, je vais écrire sur les forums, là, puis on va voir les réponses des gens, voir ce qu'ils vont dire. Je suis sûr que les réponses toi-même. Je suis sûr que tout le monde veut voir ça pour la simple et bonne raison, Robin, que moi, je suis un malade de Player One. J'ai lu Player One à fond la caisse quand j'étais môme. Et les tests dont je me souviens le plus et les plus drôles, c'était lesquels? C'était les tests de grosses daubes, Kazumi Ninja, War Gods, tout ce que tu veux, mais vraiment les tests les plus pourris, des jeux les plus pourris, c'était eux qui étaient écrits, c'était ceux qui étaient le mieux écrits. Donc du coup, c'est pour ça que je te dis que les gens vont te réclamer une émission sur les daubes, parce que c'est ça, parce que c'est drôle, les jeux sont drôles en eux-mêmes, et c'est fascinant de voir un jeu qui est complètement à la rue, complètement à la ramasse. Ouais. D'ailleurs, je recommande une émission aussi, si vous voulez voir des grosses daubes, comme tu dis là, c'est l'émission Hall of Shame. C'est l'émission Hall of Shame qui est sur No Life, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, petite anecdote encore, Damien a participé à une de ces émissions, c'était la 4e, n'est-ce pas, Damien? Exactement, oui. Et donc là, on le voit. Voilà. Où j'ai parlé de mon plaisir honteux qui était sur le jeu Ken le Survivant sur Mega Drive. D'ailleurs, un jeu qui a été testé sur Retrovision et que j'ai trouvé pas mal du tout d'ailleurs, surtout la version japonaise évidemment. Surtout la version japonaise, oui, parce que la version européenne, c'était un vrai massacre. Ouais, alors pour en revenir, pour conclure ce podcast, juste pour vous dire, avant le hors-série spécial Grosse Daube sur la NES, il y a quand même d'autres hors-série qui vont bientôt voir le jour. Il va y avoir un épisode spécial Noël qui est prévu pour décembre 2011. Il y a aussi une vidéo inédite qui va être diffusée sur un nouveau groupe, Arcade Forever. Et donc ce sera une petite vidéo de 5-6 minutes à peu près qui sera uniquement disponible sur Dailymotion et sur cette chaîne Arcade Forever. Sinon, il y a un hors-série. Celui-là, il va prendre un petit peu de temps. Un hors-série spécial sur les dessins animés. Je ne vais pas en dire plus. Damien DS m'a beaucoup aidé là-dessus. Mais il va y avoir un hors-série sur les dessins animés et uniquement les dessins animés. Évidemment, on peut se douter que ça va être des dessins animés rétro, mais on n'en dit pas plus. On va tout faire pour que ça sorte juste avant Noël. J'ai oublié, il y a aussi des génériques. Des nouveaux génériques pour Retrovision qui sont en cours de préparation. Très bien. Un qui va être fait en Espagne, mais ça prend du temps. Et un autre, c'est un Américain, je crois, qui m'a contacté
Et je sais plus son nom. Je vous dirai ça plus tard. C'est en préparation aussi, un petit générique d'une quinzaine de secondes qui est en préparation. Donc c'est à voir, c'est en suspens. À suivre. Voilà, donc je voulais remercier les gens qui ont participé à ce podcast en espérant que vous avez aimé. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur YouTube, sur Dailymotion, sur abandonwarevideo.org et aussi sur le site évidemment de Benzaï. Je vais le redire parce que ça fait rire tout le monde. benzaï.com, c'est ça? Voilà, benzaï.com, ce qui est en fait tout simplement, quand j'ai voulu faire mon nom de domaine, j'avais un copain qui m'avait déjà réservé benzaï.com et je le savais pas, donc quand j'ai voulu prendre mon nom de domaine, j'ai vu que benzaï.com était pris, j'ai fait oh c'est pas gentil. Du coup j'ai pris benzaï.com en référence à ce film d'horreur qui s'appelle murder.com, donc meurtre.com, okay. où en fait le site sur lequel ils vont s'appelle vraiment murder.com.com. Ah bah ça c'est, alors là on file en beauté là, ah vraiment là. Voilà. Ok, et Damien, bah écoute, je te remercie Damien d'avoir aussi participé. Bah je t'en prie, ça a été un plaisir. Merci. Voilà, puis ça m'a permis de faire la connaissance de Benzaï aussi. Voilà. Il y aura très certainement un autre podcast. Alors le thème, on ne sait pas encore. Moi j'avais pensé personnellement à souvenirs d'arcade, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Même si Benzaï, le plus jeune d'entre nous, est-ce qu'il a des souvenirs d'arcade? Oh bien sûr, justement, je pense que les gens qui... Ne lance pas là-dessus, là. Voilà, bien sûr que j'ai des souvenirs d'arcade, parce que je me défends souvent justement de mon jeune âge, mais pourtant des souvenirs d'arcade, j'en ai à l'appel. Il y avait une petite salle d'arcade à la frérie de mon village, donc ne vous en faites pas, des souvenirs d'arcade, j'en ai plein. D'accord, bon, on se donne rendez-vous pour un prochain podcast. Cette fois-ci, c'est fait, c'est décidé. Le prochain, ce sera sur les souvenirs d'arcade. Préparez vos mouchoirs, parce qu'alors là, j'ai des anecdotes, mes amis IE aussi, puisqu'il y a aussi des filles qui nous écoutent. IES, parce que j'espère qu'il y en a plus qu'une quand même. Oui. Hein, et là, croyez-moi, là, de l'arcade, vous allez en avoir. Voilà, donc merci à Damien DS, merci Benzaï. Merci à toi. Merci bien. On se retrouve dans quelques semaines, si Dieu le veut.